Bonjour Alessia. Bonjour à tout le monde. Je suis Alessia Carnevale. Je suis vraiment très heureuse d'être là. Bon, j'aurais préféré d'être en Tunisie, bien sûr, parmi vous. Mais vraiment, je remercie l'association Perspective, les organisateurs de cette rencontre qui m'ont invité. Pour moi, c'est un honneur vraiment de présenter mon travail devant un public qui connaît plus que moi le sujet en fait. Donc, je suis un peu aussi excitée. J'espère que j'arriverai à donner une petite contribution à ce débat. Vraiment, merci. Et comme on l'a dit, Neige, ma recherche... Bon, en fait, aujourd'hui, je vais présenter un peu ma recherche et je veux peut-être le but de ma communication sera plutôt d'expliquer le pourquoi et le comment une sujet comme la chanson et en général comme la culture, on dit populaire ou bien mineure, une art mineur peut être un outil très efficace et très intéressant de recherche historique, en fait. Ma thèse, le titre de ma thèse, c'était la chanson engagée tunisienne, histoire, idéologie et politique d'une contre-culture, années 70-80. Donc, dans mon travail, ce que je fais, c'est d'utiliser la chanson comme une perspective, une fenêtre pour regarder à l'histoire politique et surtout l'histoire culturelle de la Tunisie, d'une partie de la Tunisie, de l'histoire de la Tunisie contemporaine. Et je crois que utiliser la chanson, la culture comme perspective de recherche historique, comme outil de recherche historique, ça donne un point de vue marginal et pour cela intéressant et privilégié pour regarder à l'histoire, pour regarder surtout à certaines dynamiques, d'une période culturelle, d'une période historique comme celle dans ce cas, je parle de la dernière période du régime de Bourguiba. Et donc, ce que je fais, c'est de regarder à cette histoire en utilisant des sources non conventionnelles, des sources historiques non conventionnelles, telles que les textes des chansons, mais aussi les récits, les témoignages des opposants, des artistes et des protagonistes de cette scène culturelle, pour reconstruire une histoire de l'opposition, surtout de gauche, pour reconstruire une micro-histoire, on peut dire, et pour regarder à la politique aussi, à la politique culturelle d'une période. Je me suis focalisée sur une période brève, les années 70-80, et ça m'a permis d'aller plus au fond de la question, donc de regarder les textes. J'ai sélectionné et traduit une cinquantaine de textes de chansons de cette époque. Les chansons que vous connaissez bien, on a vu Hedi Guella, Baht el-Mousiki, Ahlamaim el-Bid, Ouled el-Menaj, mais beaucoup d'autres. Et j'ai collecté les témoignages des artistes et aussi des militants et des acteurs culturels de cette époque. Et donc, on peut dire qu'il y a deux dimensions principales à travers lesquelles j'ai regardé à la chanson engagée en Tunisie dans cette période. La première, c'est la dimension d'archives, et la deuxième, c'est la dimension de chanson en tant qu'outil et pratique politique. Donc, la chanson en tant qu'archive et donc en tant que source d'histoire, une source de recherche historique. Bon, on peut dire alors que la chanson, c'est une source, la chanson en tant qu'archive, parce que la chanson engagée de cette époque, elle a raconté une histoire de l'opposition tunisienne, et elle a enregistré les luttes. Elle a enregistré les luttes qui n'ont pas eu de place dans l'historiographie, on peut dire, officielle de cette période.
Et elle a raconté les luttes des étudiants, les luttes syndicales, les luttes des travailleurs, des mineurs, les luttes en solidarité avec le peuple palestinien et avec le prolétariat arabe en général. Elle a raconté aussi, par exemple, l'histoire d'une autre lutte qui était un tabou sous les régimes autoritaires, la lutte de Fellaga, qui était une partie importante de la lutte anticoloniale et qui était en quelque sorte coupée de l'histoire officielle de la nation. Et donc, on regarde alors cette chanson, cette expérience comme une contre-narration, on peut dire, de l'historiographie officielle de la nation. Et c'est aussi l'histoire du sud de la nation, des régions marginalisées, et les régions qui ont été définies les zones d'ombre de la Tunisie, qui, on peut dire, qui étaient gardées comme porteurs d'une culture arriérée, archaïque, tribale, etc. Et donc, une narration des vaincus et des marginaux exclus du grand récit national de l'indépendance, de la nation qui se voulait moderne, qui se voulait homogène et unifiée. En même temps, quand on parle d'archives, on ne peut pas parler de quelque chose qui est un objet fixe, une relique du passé qui nous parle d'une époque qui est passée, qui s'est conclue. Au contraire, la chanson fait partie aussi d'un archive qui continue à produire une signification et qui nous dit des choses aussi à propos du présent. Et ça, on le voit dans le travail de récupération, de mise en valeur, de réélaboration et de transmission qu'aujourd'hui, encore en époque post-révolutionnaire, est menée par les militants, ceux qui appartiennent à la génération des années 70-80, mais aussi des plus jeunes qui continuent à chanter et à préserver cette chanson pendant les manifestations, pendant les commémorations et aussi dans des clubs de musique que j'ai eu aussi l'opportunité de fréquenter un peu pendant mon travail de recherche sur le terrain. Et donc, je crois que dans ce sens, cette chanson va créer un lien entre le passé et le présent. Et dans ce sens, elles sont un outil précieux de préservation et transmission de la mémoire culturelle d'une communauté politique qui se reconnaît dans certaines valeurs et qui maintient vivant son propre identité. Alors, quand on chante dans une manifestation une chanson sur les martyrs du pain du 84, par exemple, on dit on continue, ces luttes, c'est pas fini, on continue notre lutte contre une politique libériste, contre le néocolonialisme, contre la violence policière. Alors, encore aujourd'hui, cet héritage nous parle. Ces luttes du passé, ils ont encore une importance, ils ont encore une signification. Et ils passent donc une mémoire culturelle jusqu'à nos jours. La deuxième dimension donc, de mon travail, mon travail, c'était regarder la chanson en tant qu'outil outil politique et en tant que pratique politique. Donc, ce qui était central dans mon travail, c'était le concept des chansons en tant que produit culturel de la gauche tunisienne. Bon, dans mon travail, j'ai aussi regardé à la chanson qui on classifie comme philo-islamiste, bien qui était proche des mouvements, qui a eu une vie plus brève, mais aussi qui a eu une place dans les années 80. 84-85, mais je me suis focalisée plutôt sur la chanson de gauche, qui était la partie plus prominente de cette scène. Et bien que je suis consciente que la chanson engagée de gauche n'était pas un phénomène homogène, parce qu'il y avait des différences même importantes au niveau idéologique, au niveau de pratiques politiques parmi les troupes, parmi les artistes et les acteurs culturels et politiques qui ont soutenu cette expérience. Je regarde cette scène quand même comme une pratique commune
d'une contre-culture de gauche qui se reconnaissait dans certaines valeurs et aspirations et qui partageait surtout certains espaces physiques qui ont été les foyers de l'opposition progressiste du régime. Et donc l'université, les syndicats et les maisons de culture. Et donc, au-delà des différences idéologiques, des fois très importantes, ce qui émerge du récit des protagonistes de la chanson engagée que j'ai eu la chance de connaître, d'interviewer, c'était la conviction que la chanson, en tant que produit culturel, populaire, entre guillemets, pouvait être un outil politique idéologique puissant, une idéologie puissante. Le concept de base de mon travail, c'est celle de regarder à la culture comme un terrain de lutte où des forces antagonistes se confrontent et un terrain d'articulation d'un discours de création alors d'une hégémonie. Et je vais citer un paragraphe de l'un des pionniers des études culturelles, Stuart Hall, qui a influencé mon travail et qui disait que la culture populaire est l'un des sites où cette lutte pour ou contre une culture des puissants est engagée. Elle est aussi l'enjeu à gagner ou à perdre dans cette lutte. Elle est le terrain de consentement et de la résistance. Elle est en partie le lieu où l'hégémonie surgit et où elle est fixée. Elle n'est pas une sphère où le socialisme, une culture socialiste déjà bien formée peut être simplement exprimée, mais elle est l'un des lieux où le socialisme peut être constitué. Ce pensée, c'était central pour l'élaboration de ma recherche. La culture, donc, comme un terrain de lutte. On sait bien que la culture était aussi un champ privilégié du projet d'édification nationale bourguibienne. Et le régime était bien conscient que la construction d'une culture nationale populaire était centrale pour l'édification d'une identité nationale, pour unifier la nation. Le redressement moral, la réforme des mentalités du peuple était essentiel pour le développement social, mais aussi économique du pays. Et donc, l'effort du régime dans le domaine de l'éducation et de la culture, avec l'installation dans tout le pays des établissements scolaires, des maisons de culture, du peuple, de l'université, etc., était reconnu aussi par les opposants qui ont en fait bénéficié du développement de la période postcoloniale. En même temps, il y a eu à un certain moment une fracture entre cette jeunesse éduquée et politisée et un régime qui se faisait de plus en plus autoritaire, aussi qu'incapable d'atteindre les expectatives du peuple. Et cette fracture a conduit à l'émergence d'une contre-culture dans ce même lieu qui était conçu par le régime comme le foyer d'une élite qui devait être plasmée sur la pensée dominante du régime. Et donc, l'idéologie officielle pouvait s'imposer parmi les peuples alors à travers un grand appareil éducatif, communicatif, les écoles, la télé, la radio, etc. Et donc, l'opposition devait aussi trouver ses propres outils culturels, éducatifs pour contraster cette hégémonie et propager son propre message. Et du récit des témoignages des acteurs que j'ai eu la chance d'interviewer, on voit alors comment on utilise les films, les chansons et d'autres produits culturels comme des outils d'éducation populaire. Les produits culturels vont être les contenus qu'on va donner aux gens, aux militants plus jeunes. Et les cassettes qui passent, par exemple, on l'a rappelé avant, les cassettes qui passent aussi dans les lycées, parmi les étudiants, etc. Donc, la chanson engagée émerge, je crois, comme un produit d'un travail culturel qui remonte à la fin des années 60, et avec la prise de conscience des militants et des intellectuels gauchistes de gauche de l'importance d'une culture qui puisse réellement s'adresser aux masses populaires, qui puisse sortir des cercles estudiantins, académiques et toucher les gens. On a rappelé aussi l'importance du dialecte, de la langue dialectale pour on va dire, parler au peuple.
il y avait une... j'ai aussi vu comment la pensée gramscienne était aussi enracinée dans le travail, dans la pensée, dans l'élaboration d'un travail culturel des militants de gauche, des opposants. Pour Gramsci, la construction d'une culture nouvelle était un objectif incontournable du projet révolutionnaire. Le peuple devait s'éduquer, devait prendre le chemin du progrès, mais aussi les militants, devaient aussi étudier la culture du peuple, non pas pour un goût folklorique, mais au contraire pour que les élites militantes puissent parler au peuple et pour que le peuple puisse se reconnaître dans une culture qui est en même temps populaire, progressiste. Donc, comme on le dit Gramsci, un nouveau sens commun devait s'enraciner dans la conscience populaire avec la même force et solidité des croyances traditionnelles. Et donc, il y avait la chanson engagée était un produit, on voit dans l'expérience de groupes comme Barthel Musiki, mais on le voit aussi dans l'expérience, dans le travail d'un militant comme M. Heshmi Benfraj, comme Habib El Hadi, Habib El Haïd, que la chanson était en fait derrière la chanson engagée. Il y avait un grand travail de réflexion et d'étude sur quel était le rôle de la culture et surtout de la culture populaire et sur quel était le rôle du militant et de l'intellectuel organique qui devait s'adresser au peuple pour la construction donc d'une culture nouvelle. On l'a vu aussi avec l'expérience de Cheikh Imam. L'expérience de Cheikh Imam, c'était fondamental parce qu'il réussit avec un langage dialectal, un langage très proche du peuple, de s'adresser au peuple et à faire passer donc un message révolutionnaire. Je m'arrête ici et je laisse le temps peut-être pour des questions et pour le débat. Et merci beaucoup.